Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation, à la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. J'ai un peu bouffé le Nguyen. Mais je crois que c'est la bonne façon de le dire en fait. Merci de me sauver. Voilà. Merci à chaque fois de rien. me sauver le coup comme ça. Alix Nguyen. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Trouver sa voie. La faire entendre aussi, c'est la mission de Vox Populi. L'association fondée en 1999 s'est donnée pour but d'accompagner les jeunes des quartiers populaires, voire défavorisés, avec une approche résolument positive. Vous le verrez dans un instant. Comment se porte notre jeunesse d'ailleurs? Dans quel état d'esprit est-elle? Quelle perspective pour 2025 et même à plus long terme? Peut-on espérer des progrès en termes d'inclusion, d'égalité des chances? On se posera bien évidemment toutes ces questions avec notre invité. Il y aura une loupe. La loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de jeunes talents des quartiers populaires qui s'essaient à l'opéra comique. Et bon, on va ça dans un instant. D'ailleurs, moi, c'est pas Patrice Boisfer, c'est Patrice Boisfer. C'est la même. On y va. Bonjour Amel Monbouli. Bonjour Patrice. Merci d'être avec nous. On peut encore souhaiter les vœux, effectivement. De toute façon, on est le 29 janvier. Jusqu'à la fin du mois de janvier, moi, je souhaite mes vœux. Tous mes vœux de bonheur, de santé. Chaleur, bonheur, comme on dit dans ma famille, et surtout de réussite. L'inclusion, c'est une cause qui vous tient à cœur depuis très longtemps. L'aventure Vox Populi a commencé en 99. Vous aviez déjà, à l'époque, identifié cette problématique oui, effectivement. Désolé de vous ramener ce... Bon, cette époque... C'était hier, Amel. Ils ne peuvent pas connaître. Oui, effectivement, sur ce territoire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil où j'ai grandi. Ouais. Et à l'époque, je terminais mes études de finance. C'était un master. Ouais. Et effectivement, à ce moment-là, je regarde un peu autour de moi et je me rends compte que je suis quelque part isolé dans cette trajectoire, on va dire, de réussite potentielle. Parce qu'elle sentiment d'être une anomalie quelque part? Quelque part, oui, une grosse anomalie. Et pourtant, je le regrette parce que je me dis, mais c'est dommage. Autour de moi, beaucoup de mes amis sont des gens méritants et autres, mais pour des problématiques liées, j'allais dire, à l'encadrement, à la maturité, et puis aussi, des fois, aux accidents de la vie, ces personnes-là peuvent se retrouver dans une voie de garage. Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis... Comment faire en sorte de trouver un moyen, un outil pour emmener le plus grand nombre possible de gens avec moi vers une trajectoire de réussite, quelle qu'elle soit. Donc c'était même bien avant les émeutes de 2005, en 99. Oui, ça, mais les émeutes de 2005, en fait, c'est la première éruption qu'on voit, je veux dire, post... Marche des beurs dans les années 80, où en fait, j'allais dire, les gens des quartiers populaires se révoltent face à, j'allais dire, ce drame de la mort de ces deux jeunes Zied et Bouna, qui a été comme un révélateur de la situation qui existe dans ces territoires et que, pour bon nombre, en fait, c'est de dire que on vous a parqué là. Et vous n'avez pas de voix au chapitre républicain. Et là, j'allais dire, cet incident a servi de déclencheur pour que toute une jeunesse s'empare de ce sujet, de la relation au-delà de la police-jeunesse, mais c'est d'abord la relation de la jeunesse avec la République. Et donc, Vox Populi, on a décidé, suite à, j'allais dire, un peu à toutes ces problématiques, de mettre en place un outil qui est basé sur l'éducation. Parce que pour nous, c'est l'éducation qui est la meilleure réponse pour traiter tous les maux MAUX que la société rencontre. Et donc, on le fait à travers... On commence par quoi? On commence comment? On commence par où? Du coup, parce qu'on a l'idée. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, exactement. Mais alors, dans un premier temps, on se rappelle d'une chose que mon père nous avait dit à l'époque, c'est la démocratie, c'est dehors. Il n'y a qu'un seul couloir chez moi, c'est l'éducation. Et donc, ça veut dire que mon père a très tôt compris que c'est par l'éducation qu'il allait pouvoir faire en sorte que ses enfants, nous sommes 5, on puisse, j'allais dire, peu importe le territoire où on grandit, les fréquentations qu'on va avoir, mais c'est l'éducation qui sera le fil conducteur et qui va nous permettre aux uns et aux autres de trouver notre place dans la société. Et avec cette idée aussi, Vox Populi, on a fait de cette citation de Victor Hugo notre étendard, c'est de dire que
il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons chevillé au corps. C'est-à-dire que vraiment, on se rend compte que même dans les jeunes qui ont des parcours chaotiques, de délinquance, etc., quand on prend le temps de les rencontrer, de discuter, de les emmener, de les déplacer, de faire un pas de côté, par exemple, que ce soit dans le cadre d'une initiative autour du sport ou autour de la culture, ou le fait, par exemple, certains qu'on a emmenés récemment à la montagne pour découvrir autre chose que les 4 tours autour de chez eux, se poser la question du climat, du monde de demain. Et là, on se rend compte que ça fonctionne, ça provoque une espèce de prise de conscience chez eux. Et à ce moment-là, l'envie de trouver sa place dans la société. Et donc, quel est votre cœur de cible? Ce sont les très jeunes ou plutôt des jeunes déjà en décrochage? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que nous, notre cœur de cible, c'est toutes les personnes qui ont envie de s'en sortir. Parce que justement, je m'érige contre ces barrières liées à l'âge, parce que j'allais dire, la question de la maturité ou la question d'avoir envie de s'en sortir peut arriver soit tôt, soit plus tard dans la vie. Et je ne veux pas... C'est-à-dire qu'il y a des trentenaires, il y a des trentenaires, il y a même plus. Au moment du confinement, par exemple, on a aidé à s'insérer un certain nombre de gens qui travaillaient, par exemple, dans des métiers aéroportuaires. Et comme tous ces endroits étaient fermés et que c'était des sous-traitants, ces gens-là n'avaient pas de télétravail, n'avaient pas donc de salaire qui tombait à la fermeture. Et donc, on a pu les accompagner vers des partenaires qui, eux, ont eu un boom de croissance à ce moment-là, donc tous les métiers de l'agroalimentaire et qui avaient besoin de main-d'œuvre. D'accord. Donc ça veut dire que nous, vraiment, la première chose qu'on cible, c'est l'envie. C'est la personne, est-ce qu'elle a envie de s'en sortir, d'aller sur un projet, etc. Et donc avec cette flamme de l'envie, on va faire en sorte de l'accompagner, notamment à travers un programme qu'on a créé, qui s'appelle Pop Skills. Ce programme a pour objet, effectivement, de travailler sur l'employabilité des habitants ou des jeunes ou des publics à paquet de quartiers, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens de la ruralité rencontrent la même problématique de l'absence de réseau, l'absence d'appartenance à la République. Et donc, pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que tout un chacun dans cet univers de la République puisse trouver sa voie. Et donc, lorsqu'on crée Pop Skills, c'est au lendemain donc, de la rencontre avec certains bassins d'entreprises dans les bassins d'emploi autour de Clichy-Montfermeil, où les entreprises nous disent, voilà, nous... on a besoin de recruter massivement, mais on ne trouve personne. Alors je leur dis, mais attendez, vous trouvez personne, mais juste à côté de chez vous, il y a plus de 40-50% de jeunes qui sont au chômage. Même si on va dire officiellement que le chiffre c'est 15%, mais dans la réalité c'est beaucoup plus. Et là, les entreprises, à ce moment-là, elles disent, oui, mais moi je ne veux pas prendre ces jeunes-là parce que j'ai peur que lorsqu'ils viennent en entreprise, ils n'aient pas les codes. Qu'à cela ne tienne, à ce moment-là, on va leur apprendre les codes. On va leur apprendre les codes, c'est exactement ça. Parole de jeunes aidés, accompagnés par Vox Populi, ça donne ça. Oui, du coup, je m'appelle Victoria et j'ai fait le programme de Vox Populi il y a presque 3 ans. Et j'en suis très, très reconnaissante parce qu'avec ce programme, j'ai eu la possibilité de trouver l'équilibre dans ma vie personnelle et professionnelle. Dans le sens où j'ai eu le stage que je voulais dans une très belle boîte à Place Vendôme. Et là, ce stage m'a permis de négocier après mon embauche, bien sûr. Et j'ai eu un CDD de courte durée, mais qui était rapidement converti en CDI. Et ça m'a permis de prendre tellement de choses, d'avoir beaucoup de responsabilités. C'est une boîte qui met en avance ses employés, qui nous permet d'évoluer si on a envie, d'apprendre beaucoup plus et de faire beaucoup plus. Il faut juste avoir envie de demander, de foncer, ne pas hésiter, de se mettre en avance et de faire plus de ce qu'on pense qu'on peut. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut beaucoup plus à ce qu'on pense. C'est hyper important d'avoir de confiance en soi, même si on le dit ça souvent et que parfois c'est pas tellement simple. Quand on est étudiant, quand on est au début, on a souvent l'impression que peut-être qu'on n'est pas assez bon, peut-être qu'il nous manque quelque chose, peut-être. Mais parfois il faut juste fermer les yeux
et foncer et faire tout ce qu'on peut, même si on pense qu'on n'y arrivera pas, mais on va trouver toujours les moyens pour le faire. Et juste avoir la confiance en soi et surtout d'avoir la confiance de ce que tu peux être dans quelques jours. Armelle Mombouli, Victoria le disait, elle a pu trouver l'équilibre, c'est un mot important. L'autre mot important, c'est le mot confiance. Oui, parce que c'est la base de tout. J'allais dire, un certain nombre de jeunes, en fait, on a réussi, entre guillemets, à leur faire croire qu'ils n'étaient bons à rien. Et donc, ces jeunes, dans un premier temps, ça va être de travailler sur l'estime de soi, qui va déboucher après sur une confiance en soi. Et à partir du moment où on a commencer à réallumer cette flamme-là de l'estime de soi, etc., on peut après travailler sur des projets beaucoup plus longs, beaucoup plus, impactants que sont celui de l'insertion et de l'inclusion. L'inclusion, c'est un mot que tout le monde écoute et en parle, mais en fait, quand on regarde beaucoup ce qui se passe dans la société, on se rend compte que cette inclusion, c'est souvent des mots, que ce soit sur la question des jeunes des quartiers ou la question des personnes en situation de handicap. Par exemple, nous, dans le cadre des Jeux Olympiques, on a travaillé avec le département Héritage des Jeux via un programme qu'on a appelé la Caravane Héritage en Partage, où on a sillonné pas mal de villes et de territoires de France. Et sur Marseille, par exemple, c'est une étape qui m'a beaucoup marqué. Lors de cette étape, on a travaillé avec les centres sociaux qui s'occupaient des personnes en situation de handicap. Et on s'est rendu compte, moi le premier, que notamment sur une plage, c'est très rare de voir des personnes en situation de handicap. En même temps, de voir des adultes en situation de handicap, se déplacer dans la ville. Et on se rend compte que comme ça, la société a parqué des gens dans des structures, dans des endroits pour qu'ils ne soient pas visibles. Et donc, l'inclusion, c'est comment on prend un certain nombre de statistiques liées soit à la question sociale, la question de la diversité ethnique et autres, le handicap, et comment ces statistiques, on les fait se mouvoir dans la société, et non rester dans des endroits figés pour éviter le regard, etc. Et comment, justement, on rallume cette flamme dont vous parlez? Comment est-ce qu'on s'y prend pour leur donner confiance en eux? Alors, je vais vous donner quelques ingrédients, mais pas tous, parce que c'est notre aussi savoir-faire. On va travailler sur le sujet des soft skills, donc des compétences douces, c'est-à-dire qu'on a tous en nous des talents connus ou reconnus ou mal connus, qui vont faire que par exemple, si vous avez une capacité d'écoute ou une capacité d'empathie, si vous avez cette énergie qui, dans certains endroits, peut être considérée comme que vous êtes hyperactif, alors que dans d'autres, cette hyperactivité peut être source, au contraire, de potentiel plus, et ben voilà, ça va être identifier là ces choses que vous avez en vous de manière naturelle et de les orienter vers des secteurs et des métiers vers lesquels ces talents-là feront mouche. Même chose, on va utiliser aussi, par exemple, le théâtre. Le théâtre, pour nous, c'est un outil important pour justement travailler sur la diction, l'éloquence, parce qu'on va être dans des territoires ou dans des situations où les gens... quand vous êtes dans l'échec et quand vous êtes mal dans votre peau, vous n'allez pas prendre l'habitude de parler. Bon, moi, on va sentir que j'aime parler. Un peu trop des fois. Mais voilà, donc il faut réapprendre aux gens à utiliser tous ces mots, MOTS, de façon à ce que les gens puissent se mouvoir, aller chercher leur part de réussite républicaine. Et donc, le théâtre aussi, c'est aussi un moyen d'accepter son corps, d'accepter d'être mise à nu face à l'autre. Vous collaborez avec une compagnie pour ça? Alors oui, je passe un petit coucou à un ami de longue date qui s'appelle Tony Harrison, qui a une compagnie qui s'appelle Arc-en-Ciel, et qui est notamment un producteur, metteur en scène, etc., qui fait un travail formidable et avec lequel on travaille de longue date sur ces sujets-là. Vous avez tissé un fort réseau avec le temps, effectivement. Association fondée en 1999 et de très beaux projets vraiment accomplis. On a parlé culture, à commencer par effectivement le théâtre. Il y a également le cinéma avec le HNM pour Haine No More. Ça donne ça.
On a écrit un recueil de propositions pour lutter contre le harcèlement scolaire et on va le remettre à Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, à la fin de l'année scolaire. 1 jeune sur 5 est victime de harcèlement en France. C'est beaucoup, beaucoup trop. À l'occasion de la journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l'école, Vox Populi a choisi de faire de la sensibilisation contre le harcèlement scolaire tout au long du mois de novembre. Pour cela, on a relancé notre programme Ciné Club End No More avec une projection débat autour du harcèlement scolaire. Pour rappel, le Ciné Club End No More, c'est un programme créé par Vox Populi en 2016 pour lutter contre toutes les haines et violences et promouvoir l'esprit critique grâce à la projection de films thématiques accompagnés d'un débat encadré par des sociologues, psychologues et enseignants. Pour cette session du Ciné Club End No More dédiée au harcèlement scolaire, nous avons choisi de diffuser aux élèves de l'école de la deuxième chance de Sainte-Saint-Denis l'excellent film Marion, 13 ans pour toujours de Gourlem Guerdjou tiré d'une histoire vraie. Nous avons pu échanger, alerter et débattre tout au long de la journée avec les élèves, la sociologue Sophia Bouadane de Londres-Bleu, Anne Heyer, les formateurs et les 60 salariés bénévoles de notre partenaire Ecofi. En deuxième partie de cette journée, un atelier encadré par les salariés bénévoles a permis aux élèves de réfléchir, de proposer et d'exposer des solutions pour pallier au fléau du harcèlement. À l'issue de cet atelier, nous avons réalisé un livre blanc de propositions qui sera remis au ministère de l'Éducation nationale. Alors continuez à nous suivre et à nous soutenir dans ce combat pour réussir cette mission ensemble. HNM pour End No More, une projo, un débat. Oui. Et un atelier. Ouais. Exactement, parce que effectivement, c'est cette question de la haine. Lorsqu'on a créé le Ciné Club, ça remonte à plus de 10 ans. Effectivement, on avait vu venir dans nos territoires cette haine, notamment radicalisation sur le plan religieux, et qui a amené à ce qui est un peu sécession sur un certain nombre de territoires. Et malheureusement, à l'époque, les autorités de l'époque n'avaient pas anticipé ce qui allait se passer. Et pour nous, le fait de créer ce ciné-club, c'était une première réponse pour faire en sorte d'aller s'adresser à la fois, j'allais dire, aux habitants, aux associations, aux écoliers et autres, pour travailler ensemble sur ces sujets et surtout trouver des solutions ensemble, qui viennent du terrain et non quelque chose qui est pondu d'en haut et qui redescend en bas. Donc c'est vraiment l'outil qui nous semble aujourd'hui malheureusement le plus adéquat pour vraiment se dire les choses dans un cadre bienveillant. C'est pour ça que, par exemple, sur la question de l'antisémitisme, on a travaillé avec le mémorial de la Shoah. On a organisé des projections débats. On a fait venir des écoles à la fois du 93 et de Paris. Et chose que je tiens à dire ici, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est communément, j'allais dire, considéré que l'antisémitisme d'aujourd'hui vient essentiellement des quartiers populaires. Mais à la faveur de ce débat, on a pu voir que même dans les écoles parisiennes, l'antisémitisme était présent. Et pourtant, c'était... Il est malheureusement présent partout. Voilà, et donc ça veut dire que sur ces sujets-là, il faut vraiment travailler sans relâche, et c'est ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, on vous entend. Est-ce qu'on vous écoute? Parce qu'effectivement, on entendait à la fin du petit reportage que vous deviez remettre une série de mesures, de propositions, de suggestions au gouvernement. Alors, le sujet que vous évoquez là tout de suite, on a dû faire face malheureusement à l'instabilité gouvernementale, puisque on voit dans le reportage, on avait prévu de remettre le rapport à Gabriel Attal. Ouais, ça a changé depuis. donc la problématique... Ça risque de rechanger dans pas longtemps. La problématique première, c'est de trouver des interlocuteurs et interlocutrices durables. Voilà, donc le rapport, il est là. Nous, maintenant, c'est vrai qu'il y a une nouvelle équipe qui vient de s'installer. On va aller frapper à nouveau à ses portes, proposer nos solutions, et j'espère que les gens s'en empareront pour pouvoir effectivement résoudre ces problématiques. En 20 ans, vous avez vu l'évolution des problématiques sociales. Comment est-ce que vous évaluez les progrès ? Alors, je dirais que, curieusement, il y a eu pas mal d'avancées sur le plan social, dans le sens où le nombre de jeunes issus des quartiers qui font des longues études, par rapport à mon époque, clairement augmenté. Voilà, ça c'est une réussite. Et donc, effectivement, on peut s'enorgueillir d'avoir des jeunes bien formés de tous les horizons. Maintenant, la question qui reste, c'est, une fois que vous avez formé, c'est de passer la porte
et que ça puisse déboucher soit sur un stage, soit sur une alternance, soit sur un boulot, pour que cet essai-là soit transformé durablement. Or, malheureusement, ces problématiques de discrimination existent toujours. Mais alors du coup, Armelle Montboulier, pardon de vous couper, mais est-ce que du coup certains jeunes des quartiers s'en vont à l'étranger? Ah ben, alors là, justement... Parce qu'à partir du moment où tu tapes une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois à la porte et qu'à chaque fois c'est la même réponse, t'as beau avoir les meilleures notes, est-ce que tu vas tenter ta chance à l'étranger? Ah ben, c'est là où vous me tendez une superbe perche, effectivement. C'est que, on va dire, à un moment où on parle de coupe budgétaire, etc., et qu'on se dit que investir dans la jeunesse, c'est investir dans le futur, et en termes de revenus, de potentiels contributeurs, etc., et tout, voir ces jeunes, pour ces questions de discrimination et autres, partir à l'étranger et faire la réussite de pays comme le Canada, comme l'Angleterre, comme... On les a reçus il n'y a pas longtemps, avec Alix, le Canada. Ils les accueillent comme ça. Non, mais à bras ouverts. À bras ouverts, ils venez dans nos universités, on va vous aider, et on va vous trouver du boulot. C'est vraiment regrettable. Il y a une bonne proportion qui reste après. C'est les retours que vous avez, il n'y a pas du tout les mêmes problématiques au Canada, en termes de discrimination? Alors, le truc, c'est qu'au Canada... ils vous accueillent, il y a le débat entre les francophones et les anglo-saxons. Et le fait que vous soyez francophone, que vous soyez bleu, vert, jaune, rouge, c'est pas leur sujet. Et ils viennent vous prendre juste pour le talent et le fait que vous soyez francophone. Et donc cette problématique qu'on peut connaître ici de la discrimination, je dis pas qu'elle n'existe pas. C'est une question de survie pour eux. Là-bas, c'est mon propos. Mais en tout cas, la première chose qu'ils vont regarder, c'est le talent que vous avez à leur apporter. Et donc là, ça fait vraiment la différence avec... C'est une approche un peu plus américaine. Ah ben clairement. C'est-à-dire que en gros, même si vous, entre guillemets, votre tête ne me plaît pas, du moment que vous me permettez de rentrer du dollar, de l'euro dans mes poches, je vous prends. Ils sont super pragmatiques. Et c'est là où je pense que nous, ici, on est un peu trop schizophrènes et on le voit encore avec tous les débats à nouveau sur... l'immigration et autres, où on ne cible que cette thématique-là, sans en voir effectivement le côté richesse, même si ce mot va peut-être choquer certains et certaines, mais c'est d'abord, avant tout, une diversité des profils qui fait que c'est une opération de réussite si on sait l'encadrer. Armelle Montboulier, vous restez avec nous, c'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et cette question, ici, l'opéra comique devenait un tremplin pour les jeunes talents des quartiers populaires. C'est ce que propose la maîtrise populaire de l'opéra comique, un programme qui forme des jeunes issus de quartiers prioritaires aux arts de la scène. Cette école a été créée en 2016 par Sarah Connet. Les jeunes y apprennent à chanter, à danser et à jouer la comédie. Chaque année, 120 jeunes de 8 à 20 ans intègrent ce projet, souvent grâce à une campagne de recrutement menée directement dans des écoles situées en REP ou en REP+. L'ambition est de faire tomber les barrières, démocratiser l'accès à la culture et révéler des talents insoupçonnés. Ces jeunes participent à des spectacles, collaborent avec des artistes reconnus et vivent des expériences qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ils se sont par exemple illustrés dans Archipel, une création qui reflète leur histoire, des vies parfois tiraillées entre conformisme et quête d'émancipation. La maîtrise, c'est aussi une école de la vie. Les participants y apprennent l'autonomie et le respect et le plaisir de construire ensemble. On écoute Marion Nimaga-Brouet. La maîtrise populaire de l'opéra comique, c'est une école des arts de la scène un peu particulière qui accueille des élèves pour apprendre les disciplines artistiques de l'opéra, donc le chant, la danse, le théâtre, et qui les amène très régulièrement à monter sur scène, à l'opéra comique ou hors les murs. Donc je dirais que pour un jeune, cette expérience, elle peut être déterminante parce que avec la découverte des disciplines artistiques, il découvre le goût d'apprendre, l'exigence, l'entraide également, parce que c'est une formidable aventure collective. La troupe de la maîtrise, c'est 120 jeunes de 8 à 20 ans qui travaillent quotidiennement à monter des spectacles et à partager le plaisir d'être sur scène. Et le cadre professionnel dans lequel ils évoluent quand ils sont sur scène, au contact des metteurs en scène, au contact de directeurs musicaux, de comédiens, de chanteurs, ça les ouvre et ça leur apprend ce que c'est que l'exigence du monde artistique et du spectacle vivant. Armelle, l'émancipation par la culture et le sport, c'est au cœur de votre projet. Pourquoi, pour vous, c'est essentiel pour le développement personnel de ces jeunes ? Alors, je dirais que la culture et le sport sont des outils ou des techniques qui permettent à ce que la personne reste dans
dans le registre de l'émotion. Je vais vous prendre un exemple. Un film ou une chanson ou la pratique d'un sport va faire que vous aimez ou vous aimez pas, vous adhérez pas à ce qui va s'y dérouler. Mais ça veut dire que vous êtes capable encore d'interagir avec les gens qui vous entourent, la société qui vous entoure. Or, que dans le sujet de la radicalisation, justement, ces sujets, ces thématiques, que ce soit le sport, la culture, sont, j'allais dire, interdites pour faire des individus, finalement, en bout de route, des robots. Avec une absence d'émotion, une absence de sensibilité, qui va faire que, dans le cas, par exemple, des attentats tragiques de Toulouse, où Mohamed Merah avait pu assassiner des jeunes enfants, ce genre de choses peuvent arriver parce qu'on lui a ôté toute sensibilité, toute émotion. Sinon, j'allais dire, toute personne humaine ne pourrait pas se livrer normalement constituée. Bah oui. Donc on a besoin de ça, d'émotion, de culture, de sport. Et à un moment où on veut couper justement dans le sport, pour moi, c'est investir dans l'inaction et avec comme danger aussi, c'est de faire en sorte que dans le futur, on se retrouve avec plus de gens avec des problématiques de santé, des problématiques mentales, des problématiques, j'allais dire, de violence, qui en fait vont coûter beaucoup plus cher à la société in fine. Donc pour moi c'est une hérésie de vouloir couper sur ces sujets-là. Oui, mais c'est vrai que le gouvernement, on sait qu'il pense coût et pas investissement, malheureusement. Et on fera les comptes à la fin, les comptes qui sont dans le rouge. Quelle est la place pour le mentorat et de la place pour l'échange, on en a parlé, mais effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal d'invités qui venaient effectivement, je pense que ça fait partie de votre recette aussi, je pense à Jean-Marc Mormec, je crois que je l'ai aperçu. Absolument. Boxeur, bien sûr, coucou Jean-Marc, ou Akiri James ou Rost, effectivement, ça c'est plutôt dans la partie rap, et c'est plutôt sur la partie cinéma. Oui, donc effectivement, on fait appel à des personnes ou des personnalités inspirantes, parce qu'effectivement, lorsqu'on est jeune, qu'on est coincé dans un endroit sans réseau, sans futur, sans perspective, on a besoin de rêver. Et c'est ce qui manque en général dans la société, je dirais, c'est que c'est la première chose qui m'a marqué en fait quand je suis retourné dans certains endroits, c'est que les gens ne rêvent plus. Et Jean-Marc Mormec, mon ami, me disait, il m'a toujours dit, il faut vivre ses rêves et non rêver sa vie. Et vraiment, cette phrase, pour moi, elle est déterminante dans cette volonté de susciter de l'espérance, de faire en sorte qu'on dise à ces jeunes que c'est possible. Et donc, pour ça, il faut effectivement utiliser des trésors d'ingéniosité qui, par le sport, qui, par la culture et autres, par des témoignages, mais pas que, parce que tout le monde ne sera pas sportif de haut niveau, tout le monde ne sera pas comédien, etc. Il y a un peu d'élus à chaque fois. Hein. Voilà. Là, on est en train, avec un autre ami, Serge Betsen, dans le cadre du rugby, d'utiliser le sport, mais pour amener les personnes qui viendront dans ce programme à découvrir d'autres facettes qui existent, soit dans les métiers autour du sport. Bien sûr. On a fait l'émission avec Alix dessus il n'y a pas longtemps, bien sûr. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos jeunes dans ces territoires ne connaissent que la pratique. Ils ne connaissent pas les à côté. Donc, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, donc, vraiment, c'est d'utiliser le plus d'outils possible pour faire en sorte que, on se réapproprie nos territoires, qu'on récupère notre jeunesse, et qu'on lui permette de trouver sa voie dans la société. Vous arrivez à rester positif pour 2025 ? Je suis un éternel optimiste. Parce que, effectivement... Optimiste inquiet ou optimiste... Je suis optimiste, mais pas naïf. Donc, justement, c'est ce qui m'a permis de créer tous ces programmes en amont, parce que, il y avait un certain nombre de sujets que je voyais venir. Et donc 2025, je me dis, avec la montée, là, on a eu l'investiture du président Trump et de son bras droit, Elon Musk. Et j'allais dire, ça fait peur. Ça fait peur, il va falloir se retrousser les manches, parce qu'on sent bien que ça va être le règne un peu pour certains de l'indexation des uns versus les autres. Et donc, si on veut rester dans une
une thématique autour de l'espérance et du vivre ensemble, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Merci beaucoup Armel Montboulet d'être venu nous voir aujourd'hui, président et fondateur de Vox Populi. Si on veut plus d'infos, on va sur Vox Populi association.fr. Je m'en étais souvenu. Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao, ciao. À demain. Merci pour tout.